Ces 3 dernières années, tu as certainement entendu parler d'intelligence artificielle, data science, de data analytics ou analyse des données. Mais sais-tu que rien de cela n'est possible sans le data engineering? Peut-être tu en as déjà entendu parler, mais sais-tu réellement ce que c'est, ce qu'on y fait et surtout par où commencer? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons décortiquer point par point le métier de data ingénieur, ce qu'il fait au quotidien, les compétences à maîtriser, les outils à apprendre et surtout une roadmap minimaliste et claire qui te permettra de te lancer en data engineering. Nous allons tout d'abord commencer par l'historique. Dans les années 80 à 90, les données, c'est surtout des chiffres bien propres et rangés dans des bases de données qu'on pourrait extraire, nettoyer, transformer et charger, le fameux ETL. On y reviendra par la suite. Cela était lent et rigide, mais ça marchait. Même aujourd'hui, on utilise encore ces techniques-là, mais avec des méthodes un peu plus avancées. Donc, avec l'arrivée d'Internet en 1993, des milliards de données pleuvent de partout, au travers des vidéos, des messages, des clics, des capteurs et bien d'autres. Les anciens systèmes et bien crack sont plus capables de gérer des charges énormes de données qui arrivent. Alors naissent de nouveaux outils comme Hadoop, capable de traiter ces quantités énormes de données. C'est là la naissance du data engineer qui n'est ni analyste ni développeur, mais l'architecte derrière des systèmes permettant de collecter, structurer et mettre à disposition des masses énormes de données. Et puis dans les années 2010, tout migre vers le cloud et la data engineering n'y échappe pas. Je ferai probablement une vidéo dédiée au cloud, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce thème, ce qu'il y a à savoir, c'est que avant l'arrivée du cloud, tout se gérait dans les machines en local. On commandait de gros serveurs pour effectuer les différents calculs. Et cela était très coûteux et la mise en place était très difficile. Déjà que quand il fallait peut-être augmenter la charge, il fallait peut-être acheter de nouveaux équipements, il fallait tout refaire l'infrastructure. En fait, tout ça coûtait un peu cher et parfois c'était mal calibré. Le cloud donc te permet de louer des machines distantes, on appelle les serveurs distants, dans lesquels tu effectues tes calculs. Et cela est designé sur mesure et tu es facturé à l'utilisation. Cela est donc une révolution de la data engineering. Dans ces mêmes temps, nous avons la naissance des outils comme Kafka, Apache Airflow que nous verrons plus tard, qui permettent de passer à un autre level dans le traitement et la récupération des données. Aujourd'hui, avec l'IA, les données doivent être propres, fiables et sécurisées dès la source. Ces données qui sont utilisées dans les systèmes de recommandation pour des analyses statistiques et également pour la construction des LLM que nous utilisons, notamment ChatGPT et Gemini, tous les LLM que nous connaissons. La data engineering est devenue le pilier invisible qui rend tout cela possible. C'est donc quoi la data engineering? En français, on parle d'ingénierie de données. C'est tout ce qui touche à la conception, la transformation et le stockage des données pour qu'elles soient exploitables plus tard. Par exemple, quand tu regardes une vidéo sur YouTube, un data engineer a participé à la conception des outils qui enregistrent ton historique, les vidéos que tu as likées, le nombre de temps que tu as passé sur une vidéo, le fameux watch time. Stocke ces données et les prépare pour qu'un data scientist les utilise afin de créer un modèle de recommandation qui te proposera la prochaine vidéo. Ok, nous avons bien placé le contexte. Maintenant, rentrons dans le vif en commençant par que fait un data engineer au quotidien. Premièrement, le data engineer collecte les données. Elle peut provenir de différentes sources, des fichiers Excel, des fichiers CSV, des API, des bases de données présentes en ligne, des applications, des sites internet et bien d'autres. Il récupère toutes ces données dépendamment de l'objectif qu'il atteindra à la fin. Ensuite, il les nettoie et les transforme. C'est ici le cœur même du métier du data engineer. Il y passe 80 à 90% de son temps. Le data engineer transforme les données brutes en données propres et structurées via une série d'actions. Cela va faire office de ce qu'on va appeler plus tard un pipeline. Après le nettoyage vient donc le stockage. Et il y a 3 principales stratégies de stockage qu'un data engineer peut utiliser. Premièrement, un data warehouse. Dans le cas où les étapes que j'ai citées précédemment seront suivies dans l'ordre, l'extraction, transformation et chargement. Ici, les données qui sont chargées dans le data warehouse sont les données structurées, nettoyées, propres. Deuxième stratégie de stockage, c'est ce qu'on va appeler un data lake. Un data lake, c'est celui-là où les étapes seront un peu inversées. On va extraire les données, les charger étant encore brutes, donc qui ne sont pas transformées, qui ne sont pas nettoyées, pour les traiter plus tard. C'est ce qui est de plus en plus utilisé avec l'avènement de grandes quantités de données qu'on doit récupérer parfois en temps réel. On a besoin de les stocker d'abord pour pouvoir les transformer plus tard. Et troisième stratégie de stockage qui combine un peu des deux, qui est un lakehouse, où on aura une partie de données structurée, une partie de données nettoyée et transformée,
une partie de données qui n'est pas nettoyée, qui est encore brute. Après ces étapes, le data engineer assure la maintenance de ces architectures. Maintenant, rentrons un peu plus dans la technique et voyons ensemble une roadmap qui te permettra de devenir data engineer. J'ai découpé cela en deux grands blocs, les fondamentaux et les avancés. Ce que je te conseille, c'est de commencer par SQL. Pour moi, c'est la base. Cela t'apprendra à manipuler les données directement dans les bases de données. Et dans SQL, tu commenceras principalement par apprendre les queries, les requêtes qui te permettront de récupérer les données des bases de données dans des tables de bases de données. On a select, where, home, quelques commandes qui te permettront de récupérer les données. Ensuite, tu apprendras les jointures, inner joins, left join, outer join, qui te permettent de récupérer les données de deux tables et de les croiser d'une certaine manière. Après les joins, les jointures, tu apprendras les window functions, les command table expressions. Mais ces quatre éléments te permettront d'avoir déjà 60 à 80% de maîtrise sur SQL. Et comme ressource, je te proposerai d'utiliser LeetCode SQL, qui est une série d'exercices en SQL. Bon, là, ça charge, que tu auras à résoudre et tu pourras trouver des solutions en ligne. Ça te permettra de pratiquer directement. Donc là, tu as des... Ça charge aussi longtemps. La connexion du pays, en fait, c'est ça. Donc là, tu as des différents niveaux de difficulté pour pratiquer. Je te conseille aussi un autre site que j'utilise beaucoup, que j'affectionne beaucoup, qui est W3 School. Je le conseille à beaucoup de personnes que j'encadre, notamment parce qu'ils ont sous forme de tutoriel et avec des cases où tu peux pratiquer directement, can try it yourself. Autre ressource pour ceux qui aiment bien les vidéos YouTube, je te conseille Data Wipara. SQL Full Course for Beginner. Ici, là, c'est un YouTuber, Data Wipara, qui est data ingénieur principalement. Donc, il a offert une vidéo de 30 heures quasiment sur SQL. Après avoir appris SQL, la prochaine étape, c'est l'apprentissage de langage de programmation qui est Python. Python est celui que je conseille le plus parce que c'est ce que j'utilise à vie personnelle. Alors, Python, c'est ton moteur. Il te permettra notamment d'automatiser des tâches, donc déjà d'écrire des scripts qui vont permettre de performer plusieurs actions comme le nettoyage, la transformation, mais aussi d'automatiser des tâches et de relier les différents outils entre eux. Parce que, rappelle-toi, il y a plusieurs séries d'actions à mener qui peuvent être menées à la chaîne. Les étapes vont s'enchaîner et plusieurs outils seront utilisés à différentes étapes. Python te permettra de connecter ces différents outils-là. Et dans Python, premièrement, tu dois choisir un environnement de développement. Tu peux choisir VS Code ou Jupyter Notebook. VS Code qui est le plus utilisé, tu peux l'essayer facilement sur Internet. Jupyter Notebook qui, bon, tu peux l'utiliser directement dans VS Code ou alors installer dans des systèmes qui contiennent ou directement, bref, ça dépendra de toi. Et deuxièmement, tu vas prendre des variables. C'est quoi une variable en Python? Pour ceux qui ont déjà fait de la programmation, c'est pas nouveau. Ensuite, les data types, c'est les types de données, entiers, flottants, chaînes de caractères, etc. Les data structures, ici, là, c'est vraiment important en Python. On va parler des listes, des dictionnaires, des tuples. Tu vas les utiliser tout le temps quand tu vas travailler avec Python. Après, nous avons des fonctions comme tout langage de programmation. Et aussi savoir travailler avec des fichiers. Ça veut dire ouvrir un fichier, écrire à l'intérieur, l'enregistrer, le fermer avec Python. Après l'apprentissage de Python, bon, comme ressource, également W3 School te propose un cours dessus. C'est ici que personnellement j'ai appris à utiliser Python pour la première fois. Et après, une formation de Python, tu vas utiliser un outil de versionning que je vais appeler ici Git. C'est moi qui ai écrit. On appelle Git et GitHub qui te permettra de gérer différentes versions de ton code. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des branches. Ici, là, tu peux voir qu'il y a plusieurs points. Et plusieurs points, c'est une version du code qui te permet de gérer les versions et aussi de collaborer avec plusieurs autres personnes. Ça veut dire que tu travailles sur un projet avec des data ingénieurs ou avec des data scientists. Vous allez mettre ensemble vos différents codes. Alors, ceci vous permet d'avoir chacun déjà en local tout le projet en lui-même et que chacun puisse travailler sur ce qu'on va appeler une branche où il aura une version du code qu'il écrit. Ensuite, vous pourrez faire ce qu'on appelle des fusions, des merge en anglais, et pouvoir relier le code à différents niveaux. Un peu comme vous voyez ces différentes liaisons-là. Donc, par exemple, ici, on a une version de code qui est à ce niveau-ci et une version qui est à ce niveau. On les fusionne pour avoir une nouvelle version. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec Git.
Et GitHub est la plateforme en ligne qui permet d'héberger le code et pouvoir le retrouver à n'importe quel moment. Après une étude de versionning, nous montons un peu d'un cran dans les fondamentaux et nous passons à l'apprentissage de Spark et PySpark. Si nous nous rappelons bien, le data engineering s'inscrit dans le fait que, dans le cas où on traite une large quantité de données et c'est parfois pas évident de les traiter en une seule fois. Et ce qui se passe, c'est que Spark nous permet de traiter les données en parallèle. Et en parallèle, ça peut être dans la même machine en parallèle parce qu'il utilise ce qu'on appelle des nodes. Chaque node traite une partie des données. Ou alors même sur plusieurs machines. Donc chaque node est hébergé sur une machine et qui utilise les ressources de ces machines. Et là, le processus est beaucoup plus rapide. Et PySpark ici, là, c'est l'utilisation de Spark dans l'environnement Python. C'est d'où le PySpark. Et cela nous permet de manipuler juste les fonctionnalités de Spark avec le langage Python qu'on maîtrise. Et ici, dans les outils utilisés, c'est dans les environnements dans lesquels tu peux exécuter Spark. Nous avons Databricks Workflow, si j'ai bonne mémoire. Moi, je n'ai pas personnellement utilisé, mais il est gratuit jusqu'à un certain nombre de plans, jusqu'à un niveau. Vous pourrez l'utiliser. Vous avez VS Code, dont on a parlé plus tôt, Jupyter Notebook. Et les compétences que vous aurez acquises sont d'abord la compréhension de l'architecture, c'est quoi un cluster, c'est quoi un node. Ensuite, les RDDs pour Resilient Distributed Dataset. Là, vous allez apprendre les data frames, les transformations et actions, et aussi Spark SQL, qui permettront notamment lorsque je pense de travailler avec des bases de données, avoir directement SQL un peu dans Spark. Et comme ressource, je peux ici avoir une vidéo de FreeCodeCamp PySpark qui dure 1 heure, dans laquelle tu pourras apprendre vraiment les fondamentaux de PySpark. Je te conseille cette vidéo. Après avoir parcouru Spark, tu te tourneras directement vers les data pipelines, que tu auras déjà appris comment est-ce que tu peux traiter la donnée avec les différents outils Python, PySpark, SQL. Maintenant, tu pourras apprendre l'établissement d'un data pipeline. Un data pipeline ici, là, qui est simplement un enchaînement d'actions que tu as mené sur tes données. Et cet enchaînement-là, tu peux l'orchestrer. Ce qu'on appelle l'orchestration ici, là, c'est le fait de pouvoir répéter une série d'actions chaque fois que les données arrivent. Donc, une donnée arrive, ça passe par un processus, un pipeline. Il subit plusieurs étapes, nettoyage, transformation, chargement. L'outil que j'ai déjà utilisé, c'est Apache Airflow, qui est open source, notamment gratuit, que tu pourras installer sur ta machine. Il y a également Databricks, Workflow, Azure, Data Factory. Et là, c'est si tu as un peu de sous à mettre dans ton apprentissage. Les compétences donc, que tu auras à apprendre ici, c'est vraiment l'ETL ou l'ELT. C'est vraiment là que ça se met en place. La construction des data pipelines, la gestion des erreurs et des logs. Également le data orchestration, l'orchestration comme j'ai dit plus tôt. Comme ressource, je te proposerai une vidéo YouTube de Coder2D qui parle d'Apache Airflow. Une vidéo de 2 heures. Ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment les vidéos. Sinon, pour d'autres qui aiment beaucoup plus lire, un peu comme moi, il y a également plein de cours en ligne. Il suffit de taper sur Google Apache Airflow et tu auras plein de ressources que tu pourras utiliser. Après avoir appris comment mettre en place un pipeline, tu pourras apprendre les data platforms, comment utiliser les data platforms. Ici, comme data platform, il y a Databricks, Snowflake et Liquid. C'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire parce que, en général, dans le travail en entreprise, tu seras appelé en tant que data engineer utiliser les data platforms que les outils open source, comme ce que j'ai montré. Et après cela, il faudra commencer à pratiquer des projets. Je puis t'assurer qu'apprendre juste ces outils ne t'aideront pas jusqu'à ce que tu apprennes à le mettre en place sur des projets. Et c'est là que tu pourras identifier quelles sont les qualités que tu as, quels sont les défauts et où est-ce que tu dois le plus travailler. Ok, là nous avons terminé avec les fondamentaux. Il est question de passer à des compétences un peu plus avancées. Et premièrement, nous allons parler de l'environnement Linux. C'est vrai que j'ai beaucoup douté de savoir si je dois le mettre dans les fondamentaux ou dans les avancés. Parce que vraiment, Linux, c'est la base pour toute personne qui est ingénieur et développeur en général, analyste, data scientist. La maîtrise de l'environnement Linux donne un avantage vraiment considérable, qui est beaucoup plus stable que les systèmes d'exploitation comme Windows. Et ici, tu vas apprendre notamment la gestion des fichiers, comment tu listes les fichiers, copies, modifier, l'inspection et la manipulation des fichiers également, la gestion des process et des performances, des commandes liées au network et au cluster, sont appelées par le SSH, de connecter à une machine distante, on peut parler de SCP, etc. La compression des transferts des fichiers avec TAR, avec gzip, zip, l'automatisation notamment avec crontab dans Linux qui te permettra aussi de faire certaines petites orchestrations
si tu ne veux pas notamment utiliser Airflow directement. Petite astuce. Après avoir appris Linux, certaines commandes Linux dans les catégories qui ont été listées, tu apprends par la suite à utiliser les plateformes cloud. Et ici, je vais parler de trois principaux outils, les machines virtuelles, les app services et les conteneurs enregistrés. Ici, ces trois éléments vont te permettre notamment de stocker et d'exécuter ton code dans le cloud. Et c'est intimement lié avec ce qu'on appelle ici là, par la suite les CI/CD, Continuous Integration et Continuous Development, où les outils que tu auras utilisés sont principalement Docker. Docker qui est un outil vraiment beaucoup utilisé aujourd'hui, qui te permet en quelque sorte de virtualiser ta machine, bon, certaines couches de la machine, et de stocker tes applications dans ce qu'on va appeler des conteneurs, tes applications ou tes scripts de pipeline dans des conteneurs. Des conteneurs ici dans lesquels tu auras configuré l'environnement et un environnement que tu pourras utiliser en local également lorsque tu vas déployer ton application en ligne. Cela te permettra d'éviter les trucs du genre ça marche dans ma machine, ça ne marche pas en ligne. Et ici, Docker est directement lié. Docker, puisque tu crées des conteneurs, est lié à ce que j'ai parlé plutôt de conteneurs enregistrés. Conteneurs enregistrés, c'est ici que tu stockes les conteneurs que tu auras créés avec Docker. Et après la containerisation, ici, là, tu as ce qu'on appelle le GitHub Action, l'outil GitHub Action qui te permet de justement faire ce déploiement continu là. Donc, récupérer les données lorsque tu vas le pousser en ligne sur GitHub, tu vas récupérer cela et déployer directement en ligne et rendre cela disponible. Ça te permet de gagner beaucoup de temps et de ne pas faire beaucoup de choses manuellement. Après avoir appris les outils de CI/CD, tu pourras passer à l'apprentissage d'un outil de streaming, de messagerie distribuée. Et ici, je parlerai de Kafka. Kafka qui a deux principales composantes qui sont les producers et les consommateurs. Les producers ici là qui sont des éléments qui vont créer des événements et qui va créer un événement qui va envoyer à un consommateur. Un événement peut être par exemple lorsqu'il y a un clic sur une vidéo, le producteur s'active et va enclencher le consommateur. Le consommateur, lui, qui va par la suite enclencher un certain nombre de processus et pour récupérer la donnée liée au clic et l'analyser ou bien récupérer un certain nombre de choses et les traiter. Donc, il y a des producteurs et des consommateurs. Cela est beaucoup plus utilisé dans ce qu'on va appeler plus tard le data streaming, le temps réel. Après avoir appris l'utilisation de Kafka, tu vas passer à l'apprentissage de la data architecture. Nous avons parlé de ETL, ELT, data warehouse, data lakehouse. C'est ici vraiment que tu vas apprendre à les construire, à les mettre en place et à les intégrer dans tes pipelines. Par la suite, tu vas apprendre le data pre-processing. Data pre-processing, ici, là, il y a deux principales méthodes de traitement des données dans la data engineering. Nous avons le traitement en temps réel. On a parlé ici de streaming, où dès que la donnée est produite, elle est directement récupérée et traitée. Nous avons aussi le traitement en batch ou alors par lot, où les données sont traitées par lot. Donc, elles arrivent quelque part et en fonction du temps, tu as dit les 10 minutes, on récupère ces données, on les traite. Ça, c'est le batch. Et il découle de ça d'autres éléments comme le near time streaming. Ici, là, c'est vraiment du batch, mais très proche du temps réel, où on va te dire qu'on récupère les données toutes les 1 minute, toutes les 2 minutes. C'est vraiment near real time. Near real time. Near streaming. Et enfin, tu vas apprendre ce qu'on appelle le monitoring. Parce que tout ce que tu auras mis en place, il va falloir les surveiller et te rassurer que tout fonctionne normalement, sans toutefois chaque fois ouvrir pour pouvoir consulter. Donc, il y a certains outils qui te permettent de contrôler l'évolution de ton pipeline, contrôler également les ressources qui sont utilisées. Ici, on va parler principalement des outils Prometheus et Grafana, qui sont vraiment très utilisés, qui sont open source. Tu pourras mettre en place dans tes pipelines. Ok, après avoir présenté cette roadmap vraiment minimaliste, il faut savoir que cette liste n'est pas exhaustive. Il existe vraiment des centaines d'outils à utiliser en data engineering, mais tu les découvriras au fur et à mesure que tu évolueras que ce soit dans ta carrière et aussi dans l'environnement dans lequel tu évolues, dans les entreprises dans lesquelles tu auras travaillé, puisque les apprendre tous au même moment, déjà c'est coûteux en termes de temps et tu ne vas pas forcément tous les utiliser. Donc, prends cette roadmap comme vraiment la base sur laquelle tu vas apprendre les différents processus. Et comme je dis toujours, l'outil n'est pas le plus important, mais c'est les méthodologies qui sont mises en place. Pourquoi sur ETL? Parce que peu importe la structure dans laquelle tu travailles, peu importe l'outil, tu auras à mettre en place un pipeline d'ETL ou d'ELT. Tu auras à mettre en place dans le nettoyage et la transformation, il y aura des éléments que tu auras à travailler, comment traiter les données, comment transformer les données, les différentes lignes, focus dessus et pas
forcément sur des outils. Alors, nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Si tu as des questions, des zones d'ombre, tu peux les poser en commentaire. Cela fera peut-être l'objet d'une vidéo ou alors je répondrai directement dans les commentaires. Alors, porte-toi bien et à la prochaine. Bye.